parole de courage, pied droit, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied droit, c'est notre seul bagage, pied droit, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Nous nous retrouvons pour ce 14e numéro de Au Forum des Rapatriés sur un thème mis récemment sur les feux de l'actualité par le chef de l'État lui-même. C'était le 20 septembre dernier. Il a publiquement demandé pardon aux harkis et à leurs familles pour des drames qu'ils ont subis dans la patrie des droits de l'homme de la part des gouvernements français de 1960 à 1970. Et il s'est engagé à faire voter d'ici la fin de l'année une loi de reconnaissance de cette réalité désormais devenue historique et à en réparer les conséquences. Une loi, oui, mais quelle loi? Alors, pour en débattre, nous recevons aujourd'hui, avec mon complice de Au Forum des Rapatriés, Bernard Colle. Bonjour Bernard. Bonjour Martial. Bonjour. Vous êtes le maître d'œuvre de cette émission et nous recevons André Azny, président de l'association Les Harkis et leurs amis. Bonjour André Azny. Bonjour. Vous venez spécialement du camp de Bias, c'est dans le Lot-et-Garonne, pour participer à cette émission. Je vous en remercie. Un de ces nombreux camps, il y en a eu plus de 80 en France, dans lesquels les harkis et leurs familles rescapés des massacres de 19 mars 62 furent marqués dans des conditions reconnues aujourd'hui par Emmanuel Macron lui-même comme indignes de la patrie des droits de l'homme. André Azny, pouvez-vous nous retracer ce que fut et ce qu'est encore ce camp de Bias? Alors, ce camp de concentration de Bias est un camp qui faisait environ 400 mètres de large sur 800-900 mètres de long, entouré de sapinettes et de barbelés, avec un grand portail et un garde-barrière où il fallait montrer patte blanche pour en rentrer et pour en sortir. Ce camp, dont j'ai vécu avec ma famille, dans des baraquements où il y avait de la vermine, il y avait des cafards, où on a été gazé pour tuer ces cafards, où on a vécu l'humiliation, où on a vécu la misère dans ce camp, où on avait droit à une douche payante par semaine. C'est le camp de la honte. Ça s'appelle le camp de la honte de Bias. Ce camp, toutes les autorités de l'époque savaient qu'il existait et personne n'a rien fait pour changer les choses. À savoir, je pourrais en dire beaucoup sur ce camp, mais à savoir que ce camp-là, nos parents ont contribué à le payer, à le financer. Je m'explique. À l'époque, mon père touchait 450 francs de l'époque. Lui était ponctionné sur ces 450 francs, 225 francs pour le bon fonctionnement du camp. C'est une honte. Où nous étions, que ce soit un garçon de 5 ans ou un garçon de 12 ans, dans la même classe. Vous comprenez la souffrance qu'on a eue dans ce camp. Il y a eu des gens, des amis suicidés dans ce camp. Il y a eu des enfants qui ont été enlevés à leurs parents, qui ont été mis dans des camps de, de redressement, alors qu'ils n'avaient rien fait. Nos parents étaient interdits de travail, alors qu'on parle des années 70, où le plein emploi sur Paris, il manquait de la main-d'œuvre, où il y avait de la main-d'œuvre dans ces camps, on a privilégié aller chercher de l'émigration, notamment en Algérie, ennemie de la France. Quelques années après, ils étaient là. Je peux en dire beaucoup sur ce camp. Camp de la honte, Bernard Colle. Quand vous entendez ce terme-là, vous dites, André Azny a raison, vous avez visité vous-même ce camp de Bias. Alors moi, je l'ai visité plusieurs fois grâce au frère d'André Azny, Boussad Azny, qui a été un des grands militants de la cause harki, qui a créé le Comité national de liaison des harkis, qui a déposé 2 plaintes pour complicité de crimes contre l'humanité avec des harkis en 2001, des plaintes qui ont eu un retentissement international. Et c'est grâce à ces plaintes que nous avons pu poursuivre l'action de condamnation de l'État sur les crimes qui ont été commis.
Alors, il faut voir que ce camp était un mouroir. C'est là qu'on mettait les harkis les plus traumatisés, les harkis qui avaient été mutilés par le FLN, qui avaient eu des blessures graves lors de la défense avec le contingent dans le combat contre le FLN. Et en 1963, un rapport précisait clairement « ce résidu disparaîtra par voie d'extinction ». Et là, on a toute la politique de l'État français qui consiste encore aujourd'hui à attendre le décès des harkis et de leurs enfants pour régler le problème. Une nouvelle loi pour les harkis, on vient d'en parler. Le chef de l'État a donc annoncé que le Parlement allait voter une loi. Ce sera la 4e depuis la loi André Santini, c'était en 1987, pour reconnaître la responsabilité de la France dans le drame des harkis et aussi d'en réparer les conséquences. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres, c'était le 3 novembre. Quels en sont les points essentiels? Cette loi, d'ailleurs, correspond-elle aux attentes des harkis, vous allez me dire cela, et de leurs familles, sur la reconnaissance et les réparations qui en découlent? André Azny. Non, pas du tout. Avant d'arriver sur cette loi, je voudrais vous préciser une chose, c'est que Emmanuel Macron a nommé Geneviève Darrieussecq dans un premier temps pour une commission. La commission, on appelle la commission Sceaux, qui a été une véritable mascarade, qui a servi à diviser les harkis, en créant des harkis des villes et en créant des harkis des camps. Ça, il faut que je le précise, parce que les harkis des villes ont souffert peut-être plus que les harkis des camps. À savoir que nous étions entre nous protégions en quelque sorte. Une solidarité. Mais les harkis des villes, eux, ils étaient avec les immigrés dans les banlieues, ils étaient dans les villes, et ils se cachaient. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient harkis, parce que ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, et ils avaient peur. Donc voilà, la commission Sceaux, elle a servi à ça. Elle a servi aussi à créer des sous-préfets en préfets. Il y en a qui vivent sur notre histoire. Nous, on l'a subi, mais il y en a qui en vivent. Ensuite, concernant la loi, bien sûr que tous les harkis ne sont pas d'accord du tout. Parce que sur cette loi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un préjudice, ils ne pourront jamais réparer ce préjudice subi. Les souffrances que nos parents, que nous, les enfants, ont subies. Et aujourd'hui, on nous parle de 2-3 000 euros de reconnaissance. On nous met une enveloppe de 50 millions d'euros. On dit non, nous acceptons pas. Et pour une fois, comme je sors de cette commission à l'Assemblée nationale, j'ai été très étonné parce que pour une fois, tous les présidents associations harkis parlaient d'une même longueur d'onde. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Malheureusement. Vous voulez rajouter quelque chose? Alors oui, il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant dans la loi présentée par Mme Darrieussecq, c'est qu'elle fait rapport au statut de droit local des harkis, qui est un statut qui a disparu en 1958, quand De Gaulle est arrivé en juin 1958, le 4 juin 1958, sur le forum d'Alger. Il a dit il n'y a plus en Algérie que des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et d'ailleurs, 4,6 millions de ces Français ont voté à l'époque la Constitution de la Ve République à 96,6%. Donc en fait, Mme Darrieussecq se réfère à un statut qui n'existe plus dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire c'est un non-sens constitutionnel. La reconnaissance. Comment pensez-vous qu'une nouvelle loi puisse solder définitivement ce douloureux dossier? Vous avez été auditionné, André Azny, par la commission parlementaire. Quelle reconnaissance demandez-vous, clairement? Nous demandons une reconnaissance juste et honnête. C'est-à-dire la même reconnaissance pour tous les harkis. Nous avons subi un préjudice, nos parents avaient des biens en Algérie, nous réclamons les mêmes biens ici en France. Nous ne sommes pas des spécialistes pour dire nous voulons tant ou nous voulons tant. Il y a des spécialistes qui se débrouillent avec eux, qui nous disent exactement tel préjudice, ça vaut tant, tel préjudice, ça vaut tant. Nous accepterons. Mais de nous mettre au pied du mur comme ça, en nous proposant, en nous crachant la figure, ce n'est pas tolérable. Bernard Collin. Alors, effectivement, le vrai problème est de savoir la reconnaissance de quoi.
Aujourd'hui, dans la loi de Mme Darrieussecq, c'est la reconnaissance des services rendus par les harkis. Mais ce n'est pas ce qu'attendent les harkis. Ce qu'ils attendent, c'est que Mme Darrieussecq respecte les propres paroles d'Emmanuel Macron du 20 septembre 2021 à l'Élysée, devant les harkis. Macron disait « c'est la tragédie d'une fidélité bafouée plusieurs fois par les massacres en Algérie, par l'exclusion en France, puis par le déni et refus de reconnaissance. Votre histoire, c'est la nôtre, et elle est désormais bien établie. Elle a été dite, écrite, par vous-même, par les témoins, par les historiens, mais elle reste trop mal connue des Français. C'est pourquoi j'ai fixé ce rendez-vous. Ça n'est pas un rendez-vous avec les harkis. C'est un rendez-vous avec la vérité, avec la France, avec une part de nous. Le 19 mars 1962, c'était la fin des combats, le soulagement pour beaucoup, l'angoisse pour tant d'autres, le début du calvaire pour les harkis, la cruauté des représailles, l'exil ou la mort. Les portes de l'école de la République fermées à leurs enfants, à vos enfants, à vous, au mépris de l'avenir. Ce dont je parle étaient les années 1960 et 1970, et c'était en France. Ce fut le terrible sort des harkis, exclus, assujettis, empêchés, français toujours, bannis de leur sol natal, bafoués sur leur sol d'accueil. Pour vous et pour vos familles, ce fut un abandon. Un abandon de la République française reconnu depuis 2001, vous l'avez rappelé, à l'instant, et jusqu'aux responsabilités reconnues en septembre 2016. Tous mes prédécesseurs se sont exprimés depuis 2001 sur ce sujet. Mais je vous le dis, pour la France des Lumières et des droits de l'homme, ce fut pire. La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire, ni à ses valeurs. Ça n'est pas une parenthèse de notre histoire. C'est la République qui a fait tout ça, jusqu'à récemment. C'est la République qui a fait tout ça. Voilà ce que demande la reconnaissance que doit graver dans le marbre la loi qui doit être votée. Alors, quel est pour vous le point de blocage? C'est quoi ce point de blocage? C'est la responsabilité des chefs de l'État entre 60 et 70, c'est ça ce point de blocage pour arriver à ce qu'on fasse une véritable reconnaissance de la tragédie que vous avez vécue? Bien sûr. De tous les gouvernements successifs, de tous les gouvernements, à commencer par le grand général de Gaulle, qui a été notre bourreau, qui a été notre, qui a été le plus grand criminel de la guerre d'Algérie. Et qui s'est continué ici en nous mettant... Il a voulu nous exterminer. Donc à partir de là, bien sûr, tous les gouvernements sont responsables. Et dès qu'on parle du général de Gaulle, il y a blocage. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Français. Le général de Gaulle est le plus grand criminel de la guerre d'Algérie. Il faut le dire. Alors, effectivement, je crois que le point de blocage, c'est un point de blocage qu'on a souvent évoqué dans les hauts forums précédents. Il s'agit d'un crime d'État qui a été suivi d'un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, ces faits sont incontestés et incontestables. Ils ont été dénoncés publiquement depuis 1962 par des personnalités comme Georges Bidault, successeur de Jean Moulin à la tête de la Résistance en 1943, par Jacques Soustel, compagnon de la Libération, par le Bachaga Boualem et par le professeur Maurice Allais, prix Nobel d'économie, mais aussi par Raymond Aron, par Jean Lacouture, par Jean Daniel, par André Santini, par Maurice Benassaïed, par Madame Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, par Georges-Marc Benamou, par Germaine Tillon, par le général Massu lui-même, par Michel Tubiana, président de la Ligue des droits de l'homme, par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et même maintenant par Macron, et par la Ligue des droits de l'homme.
et la LICRA même. Donc en fait, on ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas inclure dans la loi la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Et une loi pour tous les rapatriés, c'est-à-dire aussi reconnaissance de l'État et aussi reconnaissance que, bien évidemment, le sort des harkis ne s'est pas arrêté à une date précise, mais elle s'est poursuivie, bien évidemment, longtemps, et que ça, c'est un préjudice, des souffrances morales qui doivent être reconnues à toutes les victimes, mais pas seulement harkis, d'ailleurs, pieds noirs, etc. Absolument, absolument. Là, effectivement, on est, depuis le 22 mars 2013, le président François Hollande a reconnu dans un courrier officiel la faute et la responsabilité de la France dans l'abandon des Français rapatriés et des harkis, ainsi que le traitement indigne de ceux qui ont été accueillis sur le sol français. C'est cette reconnaissance qui doit être gravée dans le marbre de la loi. Alors il y a reconnaissance, il y a réparation des préjudices, et là, il y a les préjudices moraux, on vient d'en parler, les préjudices matériels qui ont été subis. Alors bien sûr, à chaque fois, les gens se disent, mais enfin, l'argent, ça ne fait pas tout. Bien sûr, il n'y a aucune somme qui peut remplacer les drames vécus et les années perdues. Parce qu'aujourd'hui, la première génération des harkis a plus de 80 ans, dans la réalité. Absolument. Celle de leurs enfants nés en Algérie a plus de 60 ans. On est toujours d'accord. C'est l'âge de la retraite. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de réparation des préjudices financiers, matériels et moraux? Qu'est-ce que vous attendez concrètement du chef de l'État? Alors, dans cette loi à venir, nous attendons des propositions très fortes. Nous attendons, comment dirais-je, des sommes à la hauteur des préjudices subis. Voilà ce que nous attendons. Bernard Colle, parce que là aussi, qu'est-ce que concrètement on demande? Alors concrètement, il y a déjà une jurisprudence. Il y a récemment le cas d'un fils de harki, Kader Tamazout, qui a été indemnisé à hauteur de 15 000 € pour avoir passé 9 années dans le camp de Bias d'ailleurs. Absolument. Il est originaire du camp de Bias. Ça paraît être, en termes de droit français, ce que demandent les harkis et les rapatriés en général, c'est l'application du droit commun. C'est-à-dire, la loi doit être la même pour tous, et la loi doit être l'expression de la volonté générale. C'est dans la Constitution française, dans les droits de l'homme. Ce que nous demandons, c'est une base qui soit équitable, et 15 000 € accordés à un fils de harki, ça paraît déjà une base de démarrage tout à fait raisonnable. Alors qu'actuellement, Mme Darrieussecq a pris comme base de départ 2 000 €, 3 000 € plus 1 000 € par année passée dans les camps. Vous pensez quoi de ce chiffre-là, de ces barèmes? Quand on vous propose 2 000 €, vous prenez ça comme une humiliation, comme une insulte, comme une insulte. Absolument, comme une insulte. D'ailleurs, il faut mieux zéro. Oui, absolument. C'est vraiment nous cracher encore une fois à la figure. Ça fait la deuxième fois qu'elle le fait, cette dame. Donc c'est pour ça que mon association a pris l'initiative de faire un appel, si vous permettez, un appel au monde rapatrié, pieds noirs et harkis. On va lancer une pétition pour que cette dame démissionne de son poste. Elle n'est pas à la hauteur de ce poste. Et on va lancer une pétition très prochainement en ligne pour qu'elle puisse démissionner. Ensuite, Madame Darrieussecq, votre ministre de tutelle pour l'instant. Voilà. Et je voudrais aussi lancer un appel, si vous permettez, un grand appel, parce que le 18 novembre, dans quelques jours, nous allons faire un grand rassemblement ici sur Paris, devant l'Assemblée nationale, justement parce que le 18 novembre, c'est le jour où va être étudiée cette loi. Nous allons montrer notre mécontentement ce jour-là. Je sais qu'actuellement, j'en ai parlé avec beaucoup de présidents d'associations, vont venir se joindre à nous. Bernard Colle, on est sur ce solde d'indemnisation. Les premières lois en faveur des rapatriés ont porté principalement sur l'indemnisation des biens perdus. Quel est le montant de la dette de l'État envers les Français rapatriés? Alors, le calcul de la dette globale a été fait par une association qui était spécialisée, le GNPI, le Groupement National pour l'Indemnisation, qui dès 1963 a estimé cette dette actualisée aujourd'hui à 763 milliards d'euros. Car en fait, il faut inclure dans la dette aujourd'hui la perte de loyer. Quand vous aviez un bien qui valait 100 000 € à l'époque, 60 ans de perte de loyer, ça représente 3 fois la valeur du bien. Donc le fait que l'État n'ait pas appliqué l'article 17
des droits de l'homme, c'est-à-dire une juste et préalable indemnité avant l'expropriation, fait qu'aujourd'hui, les ayants droit, enfin les spoliés et leurs ayants droit, auraient le droit de demander 60 ans de loyer. Ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent simplement que le prix exact de la valeur du bien soit indemnisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce bien a été indemnisé à hauteur de 20%. On demande simplement les 80% de complément. Vous arrivez à une somme qui est de 42 milliards d'euros. Alors, on arrive à une somme de 42 milliards d'euros qui a été présentée au Conseil économique et social en 2007. Et en fait, ce n'est pas 42 milliards d'euros en un an. C'est 42 milliards d'euros répartis sur une quinzaine à une vingtaine d'années, au rythme de 3-4 milliards d'euros au début par an, du fait de la rente viagère qui est demandée par la quasi-totalité des victimes et de leurs ayants droit. C'est-à-dire que pour les familles de la première génération, nous demandons 100 000 euros, mais ces 100 000 euros peuvent être convertis en une rente viagère de 400 euros par an, et ça réduit, si vous voulez, le montant à ce moment-là initial à 80 000 euros. Il en est de même pour les fils de harkis, c'est 50 000 euros ou 30 000 euros et la rente viagère, et pour l'ensemble des autres rapatriés, 30 000 euros ou 10 000 euros et la rente viagère. Donc cet étalement de la dette permet, de façon très acceptable, sans impôt nouveau et sans ni contribution nouvelle, de régler et de solder définitivement le problème de la dette d'honneur de la nation envers des rapatriés en une dizaine, une quinzaine d'années, 20 ans au maximum. On a vu, André Azny, vous avez dit, voilà, il y a toute une série d'actions que nous menons déjà, que nous envisageons. Pour faire accepter vos propositions, vous avez lancé plusieurs actions. D'ailleurs, récemment, le 19 octobre, vous avez organisé en présence du général François Meyer comme invité d'honneur, que le chef de l'État a fait d'ailleurs Grande Croix de Légion d'honneur, c'était 20 septembre. Le 20 septembre, oui. Vous avez fait un déjeuner-débat avec les députés pour aborder ces différents points. Quels étaient d'ailleurs les députés présents? Et puis surtout, quelle a été leur réaction? Leur réaction, nous avons eu la réaction de Mme Ménard, qui était tout à fait pour. Il y a eu d'autres députés. Il y a eu le député d'Ameuzin qui était... qui est vice-président de la commission. C'est une commission de groupe et d'études de rapatriés. Oui, il y a un groupe d'études rapatriés qui regroupe justement Olivier Dameuzin, Éric Diard, le président, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Laurence Trascourt qui étaient là. Et ce qui nous a surpris, c'est un peu leur méconnaissance du sujet. Voilà. Et on les comprend. Il y a 60 années de législation sur les rapatriés. Pour un député d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'appréhender ces 60 années de législation. Alors, qu'est-ce que vous attendez des députés? Je dirais même plus qu'on est en période électorale. Qu'est-ce que vous attendez à nouveau, pour la énième fois, des candidats à la présidence de la République? Parce que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, vous avez replacé ce débat dans la présidentielle et à chaque fois, ça a mené à l'oubli. Bien sûr, absolument. Moi, ce qui me désole, c'est que Emmanuel Macron, il y a 4 ans de ça ou 5 ans de ça, nous y avons cru. Nous y avons cru énormément. Cette loi, elle aurait été la bienvenue dès sa première année de mandat, pas en fin de mandat. Nous ne sommes pas dupes. S'il fait cette loi, c'est bien une loi pour attirer l'électorat rapatrié, plus harki. Donc, nous ne sommes pas dupes, nous faisons très attention, c'est pour ça que nous faisons très attention à cette loi à venir. Et c'est pour ça aussi que je demande cette pétition. Parce que cette pétition, si on a 50, 60 000 signataires, on peut aller voir Emmanuel Macron avec ses 50, 60 000 signataires. Et ça change toute la donne. Bernard. Alors, comme vient de le rappeler effectivement André Azny, pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas, dès l'origine, dès l'arrivée à la présidence de la République, alors qu'il a reçu les harkis le 25 septembre 2017, qu'il leur a promis la loi? Et il leur a dit, je vous ferai la loi en 6 mois, même avant. Le 18 avril 2017. Il avait même promis, avant l'élection présidentielle, de faire la loi en 6 mois. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est que ces 6 mois, c'était en fin de mandat. Et là, on s'aperçoit que le gouvernement veut aller très vite. Il veut passer sa loi
sans qu'il y ait un véritable débat parlementaire, sans que nous ayons la possibilité d'intervenir auprès des parlementaires pour obtenir les amendements nécessaires à l'amélioration de cette loi. En fait, Macron va utiliser la procédure rapide pour obtenir cette loi et il n'y aura pas de débat. Mais ce débat, il a déjà eu lieu le 23, lors de la préparation de la loi du 23 février 2005, et nous avons ressorti tous les amendements que les parlementaires de l'époque, dont une partie sont encore parlementaires aujourd'hui, avaient accepté de déposer pour la communauté rapatriée. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plus une consultation de tout ce qui a été fait avant qui est nécessaire aux parlementaires pour pouvoir répondre aux attentes réelles des rapatriés. Les parlementaires, il y a aussi les historiens, parce que Emmanuel Macron, dans son intervention du 20 septembre, dit que c'était aux historiens de déterminer les responsabilités. Alors pour l'instant, il ne me semble pas que les historiens aient encore répondu à cette demande. Est-ce que vous avez reçu le soutien d'historiens dans votre démarche à vous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors d'ailleurs, je crois, puisque André Azny était présent le 20 septembre, est-ce qu'il y avait des historiens présents? Il y avait Benjamin Stora. Il y avait Benjamin Stora, tout simplement, le falsificateur de l'histoire. Falsificateur de l'histoire Harki aussi. Donc il n'y avait que cette personne. D'ailleurs, on ne l'entend pas ces jours-ci, là. On ne l'entend pas concernant cette loi. Et c'est désolant. Alors il y a un silence effectivement total des historiens dès que l'on touche à cette notion de responsabilité de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire dès que l'on touche au mythe de De Gaulle. Nous avons rencontré de nombreux historiens. Il est impossible d'avoir un véritable débat public avec des historiens dès que l'on aborde la notion de responsabilité de De Bernard, Gaulle. vous parlez du général de Gaulle, j'entends bien, mais enfin, Emmanuel Macron a aussi cette part de responsabilité. Et moi, j'ai encore en mémoire, c'est pas à vous, je vais l'apprendre, puisque c'est en faisant au forum que je garde en mémoire cette phrase: la colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, Alger, février 2016. Tout à fait. Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron est juge à certains moments de l'histoire de France. Et là, il ne veut pas être juge des crimes qui ont été commis contre les Harkis, contre les Pieds-Noirs en 62, dont nous connaissons les auteurs. Et que les auteurs aujourd'hui puisque même Emmanuel Macron le dit lui-même, il dit ce sont les gouvernants de 60 et 70. Enfin, il ne faut pas être un grand connaisseur de l'histoire politique de France pour savoir qui était au pouvoir en 60 ou 70. C'était le général de Gaulle et Pompidou. Or, il cite Pompidou dans son discours, mais il oublie de dire que Pompidou a été le négociateur de toutes les négociations secrètes avec le FLN et que c'est lui qui a été l'acteur majeur de l'abandon de l'Algérie française. C'est la déclaration « La colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie » prononcée à Alger, c'est-à-dire à l'étranger, en février 2016. Vous étiez devant lui le 20 septembre dernier à l'Élysée. Est-ce qu'il est revenu sur cette phrase? Après tout, il s'est excusé et en même temps? Non. Il n'est pas revenu. Là, il n'y a pas de en même temps. Non, il n'y a pas de en même temps. Et moi, ce qui me désole aussi, ce qui me désole sur le président de la République, le 17 octobre, parti déposer une gerbe pour les morts algériens sur la Seine, il ne l'a jamais fait pour les Harkis. Il n'a jamais déposé, même aux Invalides, il n'a jamais été pour le 25 septembre hommage aux Harkis. Il a promis plusieurs fois qu'il allait venir au camp de Bias, je veux bien le croire, mais j'espère qu'il viendra déposer une gerbe au cimetière où sont enterrés les soldats Harkis. Ça nous a blessés. Qu'il le fasse en tant que président de la République, c'est son droit. Mais pour les Harkis, il n'a jamais rien fait. Il nous sort une loi dont nous ne sommes pas satisfaits. Est-ce qu'il y avait eu une concertation en amont? Non, pour la loi, là, non. Il y a eu le fameux rapport Sceaux, mais qui a été rejeté par la majorité des Harkis, dont même un des conseillers d'Emmanuel Macron, un président d'association qui travaille avec lui, a rejeté cette loi. Ce rapport Sceaux qui n'a abouti qu'à des aumônes, qu'à la répartition d'aumônes. D'ailleurs, Madame Darrieussecq s'est vantée, dans le bilan qu'elle a présenté, de n'avoir dépensé que 13 millions d'euros sur la dotation de 40 millions d'euros, en traitant 1800 dossiers de Harkis, de cas sociaux, et que vont devenir les 27 millions d'euros qu'elle n'a pas dépensés.
Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de la distribution d'aumônes qui est faite, et la nouvelle loi prévoit du cas par cas, c'est-à-dire de nouveau de la distribution d'aumônes. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ces rapatriés, ces Français rapatriés? La communauté des Français rapatriés, elle représentait en 2005, donc elle est sûrement un peu réduite selon les sources officielles de l'agence d'indemnisation, la NIFOM, 420 000 familles, soit plus de 1,4 million de personnes. Avec leurs descendants, les politologues estiment qu'elle peut représenter globalement, c'est peut-être un peu une vue de l'esprit, mais jusqu'à 3 millions de personnes installées principalement dans le sud de la France, de Nice à Biarritz. Mais c'est une force politique importante. Comment on peut arriver, c'est votre combat Bernard, depuis toujours, mais ça n'a pas été réussi jusqu'à maintenant. Est-ce que l'on peut mobiliser cette communauté d'intérêt en faveur de tel ou tel candidat ou en défaveur de tel ou tel candidat qui n'aurait pas tenu ses engagements? Pour exister, il faut se manifester. C'est ce que vient d'annoncer André Azny. D'ailleurs, l'endroit, c'est place Édouard Herriot, devant l'Assemblée nationale. Rendez-vous à quelle date? Alors, c'est le 18 novembre 18 à 9h. novembre à 9h. À 9h. Donc, effectivement, il y a les manifestations. Mais les harkis n'arrêtent pas de manifester avec les pieds noirs depuis 1962. Et puis, nous avons changé avec Pierre Descaves. En 2008, nous avons opté pour un autre mode d'action qui est de faire paraître dans la presse un certain nombre d'annonces pour dire nos vérités, car depuis 2008, nous sommes interdits médiatiquement, nous ne pouvons plus passer sur les chaînes publiques de télévision. Donc en fait, nous avons édité une plaquette qu'on a déjà présentée à Téléverté sur les 36 annonces que nous avions déjà passées de 2008 à 2018. Et là, pour briser l'omerta médiatique, nous avons prévu de passer une annonce dans le Figaro vers le 15-20 novembre, une annonce annonçant cette loi et qui sera vue de tout le personnel politique, puisque le Figaro est lu par l'ensemble de la population et va toucher 1 million de lecteurs. C'est aujourd'hui le seul moyen que nous avons pour arriver à nous faire entendre et faire en sorte que l'État n'impose pas un simulacre de loi, mais que la loi soit réellement prenne en compte celle des harkis. Bernard, j'ai noté, vous voyez, avec cette parution du Figaro que vous évoquez, j'ai noté qu'en 2017, vous avez fait 35 lettres ouvertes au chef de l'État. Vous en avez auparavant écrit 26 à Nicolas Sarkozy, 28 à François Hollande. Voilà, les résultats ne sont pas là, pas de votre faute. Mais c'est vrai qu'on a envie de baisser les bras quelquefois. Les résultats ne sont pas là. Oui, ils sont là. Aujourd'hui, plus personne ne conteste la responsabilité des crimes commis par De Gaulle. Il y a, en 2001, c'était avant que André Azny entame les plaintes pour complicité de crimes contre l'humanité, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, n'importe qui peut accuser De Gaulle de crimes d'État et de crimes contre l'humanité, car les publicités que nous avons faites n'ont pas entraîné de plainte en diffamation de la part de la famille du général de Gaulle, ni de ses défenseurs. Et les deux publicités que nous avons fait paraître dans Valeurs Actuelles en 2014 et 2016 sont claires. 19 mars 62 égale 16 juillet 42, accord d'Évian égale Ralph du Veldiv, crime d'État et crime contre l'humanité. Ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que nous avons pu structurer complètement, grâce à Pierre Descaves, une loi qui est cohérente et une loi qui n'est contestée par personne en termes financiers. La seule chose qui ne nous permet pas aujourd'hui d'aboutir, c'est que nous sommes interdits médiatiquement pour pouvoir présenter cette loi aux Français, car elle n'entraînerait pour les Français aucun impôt nouveau, ni aucune charge complémentaire nouvelle. Il faut que nos compatriotes sachent bien que les Français d'Algérie sont des gens responsables et qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts dans un pays qui paye le plus d'impôts au monde. Un des pays qui paye le plus d'impôts au monde. La France est un des pays qui paye le plus d'impôts au monde. Le français est un pays. Campagne de presse.
Tout ça, ça représente aussi, à chaque fois, vos engagements, un énorme investissement personnel. Ça, je le connais, bien sûr, pour vous côtoyer Bernard longtemps, pour côtoyer les présidents d'associations, à la fois des harkis ou des rapatriés. Je sais quel est leur engagement personnel incessant depuis tant d'années. Il y a aussi un engagement financier. 40 ans, depuis 40 ans, et un engagement financier. Mais un engagement financier qui, tout compte fait, n'est pas excessif. Car cette campagne de presse a coûté 200 000 euros. Mais 200 000 euros sur 10 ans, c'est 20 000 euros par an. 20 000 euros par an pour obtenir la reconnaissance de la vérité historique et les crimes d'État et crimes d'humanité commis le 19 mars 62, je trouve personnellement que c'est pas très cher payé. Enfin, moi, je pourrais vous dire que 20 000 euros, quand on voit le fait que les Français rapatriés sont de moins en moins nombreux, c'est aussi un risque. Les Français rapatriés sont encore quand même 420 000 familles. Et que pour, par exemple, boucler un budget d'une publicité comme ça, il faut quoi? Il faut 100 à 150 dons de 100 euros chacun. C'est quasiment couvert très rapidement. Et d'ailleurs, tous les Français qui nous écoutent, qui veulent participer à cette campagne, sont les bienvenus. Il suffit simplement de nous écrire à l'adresse Jeune Pied Noir, boîte postale 4, 91 570 à Bièvre. Voilà, nous terminons cette première partie, si vous le voulez bien, vous restez avec moi, tous les deux, sur cette vision finalement optimiste d'ailleurs, avant d'aborder la campagne qui va marquer quand même le 60e anniversaire de l'exode des Français rapatriés, 1962-2022, 60 ans déjà. À tout de suite. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. On se retrouve dans ce 14e numéro de Au Forum avec Bernard Colle et notre invité André Azny. L'année 2022 a marqué les 60e anniversaire, on l'évoquait en première partie, de l'exode des Français d'Algérie. Lors du dernier Au Forum des rapatriés, rappelez-vous, Bernard, vous aviez annoncé la sortie d'une plaquette de présentation de la campagne nationale 2022, année des Français d'Algérie. Vous avez intérêt à la retrouver. Voici cette plaquette de 52 pages. On va la retrouver de 52 pages en couleur, abondamment illustrée. Moi, je la connais, donc c'est beaucoup plus facile. Et son titre, recenser, enrichir, valoriser, vous voyez, c'est en direct, faire connaître, faire vivre et pérenniser notre patrimoine en France, dans les dom-toms et à l'étranger. Vaste programme. Alors, comment comptez-vous le réaliser? Messieurs, vous avez la parole. Bernard, si vous voulez commencer. Alors, cette campagne a pour but de capitaliser sur le patrimoine créé par les Français rapatriés depuis 60 ans. Que s'est-il passé quand les rapatriés sont arrivés en France? Bon, nous n'avions plus aucun lieu de mémoire. Nos monuments aux morts étaient restés en Algérie, les cimetières aussi. Toutes les œuvres d'art créées par la France en Afrique du Nord et dans les colonies sont restées la plupart du temps sur place. Alors certaines ont été rapatriées dès les années 62, 63, 64, et nous nous sommes inspirés du travail qui a été fait par un de nos compatriotes, Alain Amato, qui a publié en 1979 un livre sur tous les monuments qui ont été rapatriés d'Afrique du Nord. Et nous avons complété ce travail par toutes les stèles, les rues, les plaques de rue qui ont été inaugurées par les associations de rapatriés en France. Et la plaquette ne représente qu'un dixième de ce qui existe, et nous lançons un appel pour ce recensement. André Azny, d'ailleurs, je vois en regardant cette brochure que je connais, je me dis que s'il n'y a pas de reconnaissance de l'État français, des gouvernements français, il y a eu une reconnaissance du peuple depuis longtemps, parce que c'est quand même impressionnant tous les hommages qui sont rendus aux rapatriés et aux harkis, bien évidemment, à travers des centaines de villes. Oui, Mais ça, ce soutien, quand même, vous le ressentez encore, ou c'est quelque chose que... Oui, surtout dans notre région, il manque des stèles quand même. Et on en a fait mettre quelques-unes, notamment au camp de Bias. Nous avons aussi le maire de Miramont de Guyenne, dans le 47, qui fait la journée du 25. Beaucoup ne le font pas encore. Et ça nous fait chaud au cœur. Il y a des rues des harkis Il y a des rues des harkis. Dans le sud. Il y a des rues du Bachaga-Boilem. C'est un peu une reconnaissance. Par le bas. C'est une reconnaissance. Par le peuple. C'est très très juste de souligner cette reconnaissance des villes. Auprès d'une population que les maires connaissent bien, car les rapatriés sont leurs administrés depuis 60 ans. Et d'ailleurs, ce sont des villes qui ont elles-mêmes récupéré un certain nombre de monuments restés en Algérie, comme les monuments aux morts
d'Oran, par exemple, qui a été récupérée par la ville de Lyon. Vous faites ressortir d'ailleurs un fait qui est peu connu. De 1956 à 1962, plus de 200 villes de l'Algérie française ont été jumelées à des villes de métropole. Pouvez-vous nous préciser d'ailleurs dans quelles conditions ça s'est fait, ça? Alors effectivement, en 1956, Antoine Pinet, qui était président du Mouvement national des élus locaux, et comme beaucoup d'ailleurs de grands chefs d'entreprise en France, était très favorable à l'Algérie française. Et quand les maires de France ont appris les attentats odieux dont a été victime la population algérienne française, ils ont décidé de jumeler leur ville de métropole avec des villes de France. Alors c'est une opération qui est peu connue, mais en fait il y a eu 200 villes de métropole qui ont été jumelées avec des villes d'Algérie. Alors les cas les plus caractéristiques, c'est par exemple la ville de Lyon. La ville de Lyon a été jumelée avec la ville d'Oran, et en 1967, le maire de Lyon, M. Pradel, a fait rapatrier le monument aux morts d'Oran aux frais de la ville d'Oran, en négociant directement avec l'État algérien. Les Algériens ne sont jamais opposés au retour de ces monuments. Et donc, par exemple, la ville de Bordeaux, Chaban-Delmas avait fait jumeler sa ville avec la ville de Bougie, et vous avez à Bordeaux le monument aux morts de Bougie, avec toutes les plaques, des noms gravés des Français d'Algérie morts pour la France. Vous avez aussi à Neuilly. Neuilly était jumelé avec la ville de Nemours, à côté d'Oran. Et depuis 1962, la mairie de Neuilly s'occupe des harkis de Nemours, qui sont les harkis de la marine, de la DBFM, qui sont regroupés à l'Argentière. Et tous les ans, le maire de Neuilly descend à l'Argentière, quand il le peut évidemment, et nous l'avons rencontré en 2009 lors de la cérémonie hommage aux harkis de l'Argentière. Tous les maires de ces villes de métropole sont en connaissance de ces jumelages, vous pensez ? Alors malheureusement non, beaucoup de jumelages ont été oubliés, et nous allons à l'occasion de 2022 rappeler à ces mairies de réactiver ces jumelages, principalement pour faire en sorte que les monuments aux morts d'Algérie, qui ont été détruits pour la plupart du temps, les monuments aux morts des petites villes, que les noms des Français d'Algérie qui étaient gravés sur ces monuments aux morts soient gravés sur la ville de jumelage, sur le monument aux morts de la ville de jumelage. Voilà. C'est quelque chose de simple, mais que toutes les villes peuvent faire. Bon, vous me tiendrez au courant pour le maire de Bordeaux, je souhaite bon courage. Demander au chef de l'État d'accorder son haut patronage à cette campagne, c'est hardi, c'est audacieux, ou c'est pour le piéger, c'est pour l'embêter, c'est pourquoi? C'est tout. Non, c'est tout à fait logique de demander au chef de l'État de... Le chef de l'État, c'est une fonction. C'est pas un homme, c'est une fonction. Et donc nous demandons naturellement, comme pour toutes les opérations à caractère national et à caractère de solidarité française, nous demandons au chef de l'État de patronner cette campagne. D'ailleurs, nous avons reçu une lettre de son cabinet qui nous demande de préciser le lieu, l'événement et la date que nous souhaiterions voir présidé, honoré par le chef de l'État. Et nous avons choisi, en hommage aux harkis, le 8 février 2022, qui marquera le 40e anniversaire du décès du Bachaga Boualem, qui est la figure emblématique du combat pour les harkis, avec ses 3 livres parus en 62, 63, 64, défendant les harkis et le combat qu'ils avaient mené pour la France, combat qu'il a lui-même continué jusqu'à son décès en 1982. André Azny, vous êtes, je le rappelle, président de l'association Les Harkis et leurs amis. Il y a des régions à forte densité harkis qui ont peut-être encore ces lieux de mémoire, ces monuments, ces stèles, qui entrent donc dans le cadre d'un véritable patrimoine. Est-ce que vous en avez fait la recension? Est-ce qu'il y a un inventaire qui a été fait de cela? Non. Il n'y a pas d'inventaire, mais on sait, la plupart, on sait où ils sont. C'est un travail qu'on devrait faire, effectivement. On est en train de faire. On est en train de faire. En 2022, vous envisagez de rendre aussi hommage aux Français qui vous ont défendu dans ces années 60 à aujourd'hui. Le 20 septembre, le chef de l'État a élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, je l'ai dit, le général François Meyer, pour avoir désobéi, entre guillemets. Je reprends le mot qu'il a prononcé, aux ordres criminels reçus. André Azny, que représente pour vous, pour les harkis, des hommes comme le général Meyer?
Mais le général Meyer est un grand homme pour nous. On m'a dit de ne pas employer ce mot, mais je l'emploie quand même. C'est un juste des harkis. Voilà. D'ailleurs, mon association et le CLNH, à Bias, nous avons une plaque. Nous avons fait mettre une plaque, hommage à tous les militaires et civils qui ont défendu les harkis. Ce sont nos héros. Alors, il faut savoir que le général Meyer a été décoré Grand Croix de la Légion d'honneur par Macron le 20 septembre, mais ils sont des milliers en France à avoir contribué à aider les harkis, et les pieds noirs d'ailleurs, car tous les rapatriés ont eu cette solidarité d'une partie de la population française. Et il faut voir que même aujourd'hui, dans nos soutiens, 30% de nos soutiens sont des Français de métropole, des anciens combattants ou des familles qui ont participé au combat de l'Algérie française. Comme par exemple, nous avons eu le plaisir d'honorer le 19 octobre, lors de notre déjeuner-bar, d'avoir la présence de Madame Claudine Dupont-Tingaud, qui a passé plusieurs mois en prison, à l'âge de 18 ans, pour avoir défendu les rapatriés d'Algérie, avec son père, avec son frère, et ils sont 10 000 comme ça à avoir connu les prisons gaullistes à l'époque. Avec Claudine Dupont-Tingaud, femme de courage et de caractère. Le 21 octobre, le Secours de France a attribué le prix Clara Lanzy à l'historien Pierre Montagnon, qui, avec le Bachaga Boilam, avait organisé en 62, début 62, un maquis d'Algérie française. Cet historien n'a, semble-t-il, pas été consulté, puisque vous m'avez dit, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cela, sur est-ce qu'il y a des historiens, puisque quand le président de la République dit « j'en appelle aux historiens », est-ce qu'il a été consulté? Il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu un seul qui a été consulté. C'est Benjamin Stora. Benjamin Stora et Jean-Jacques Jordi. Ce sont les historiens officiels qui sont consultés, mais les vrais historiens de la guerre d'Algérie, ceux qui se sont engagés à l'époque pour le combat de l'Algérie française, eux sont ignorés totalement du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle Secours de France a attribué le prix Clara Lanzy à Pierre Montagnon, qui est un des plus grands historiens français, non seulement de la guerre d'Algérie, mais de la Seconde Guerre mondiale. C'est un très grand historien auquel nous rendrons hommage en 2022. Et comment concrètement, d'ailleurs, les téléspectateurs de TV Liberté peuvent participer à l'ensemble de cette campagne patrimoniale, comme on dit? Très simplement, en prenant contact avec nous pour nous signaler les monuments rapatriés et les monuments de la plus grande France au sens large, car nous couvrons l'ensemble de de tous les rapatriés d'Indochine, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Afrique noire. Et en faisant cet inventaire commun, nous pourrons proposer aux villes, et nous avons déjà une dizaine de villes pilotes, nous pourrons proposer aux villes des programmes complets en 2022 qui auront pour but d'ancrer le patrimoine rapatrié dans le patrimoine de la ville, de façon à ce que ce patrimoine devienne pérenne et puisse se prolonger au-delà de la disparition des rapatriés, car malheureusement, avec le temps qui passe, les rapatriés vieillissent et disparaissent. André Azny, vous ne connaissez pas l'émission, vous êtes venu pour la première fois. On a quelques minutes encore. Ces minutes, elles servent à faire le tour des revues et des ouvrages sur cette France que nous aimons tant. Et donc, je vous propose que nous y participions ensemble dans quelques instants. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Retour sur ce 14e forum des rapatriés en compagnie d'André Azny, le président de l'association Les Harkis et leurs amis, ainsi que Bernard Colle, bien évidemment, que j'ai qualifié de complice et compère pour cette émission. Allez, c'est à vous que je vous donne la parole pour faire un tour de piste des revues. Et bien évidemment, vous me présentez Pierre Montagnon, qu'on a évoqué, bien évidemment. Le legs français, Algérie 1830-1862. C'est un ouvrage important de ce Saint-Cyrien, officier de la Légion, de 54 à 61, commandeur de la Légion d'honneur, à titre militaire, historien, conférencier, lauréat de l'Académie française, une personnalité attachante. Alors Pierre Montagnon s'est attaché dans ce dernier ouvrage à démontrer l'importance du patrimoine laissé par la France en Afrique du Nord, que ce soit les routes, les hôpitaux, les ports, toutes les infrastructures que nous avons créées, qui ont représenté un investissement colossal, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines. La France a fait une œuvre dont elle peut être fière,
et qui a laissé un pays moderne en 62 qui malheureusement aujourd'hui est parti à la dérive. Hommage à Pierre Montagnon, hommage aussi à Jean-Marc Lopez qui nous a quittés en octobre dernier. Reparlons de cette personnalité. Alors Jean-Marc Lopez, c'est 262 numéros du magazine Pied Noir d'hier et d'aujourd'hui, avec en couverture du premier numéro Julie Pietri. Notre amie Julie Pietri. Dont je crois que vous êtes un fan. Oui, qui m'a envoyé son disque. Et en dernier numéro, malheureusement, Jean-Marc Lopez a pleuré un ami qui nous était cher, qui était Robert Castel, un grand défenseur des harkis, qui était toujours à nos manifestations. Aussi, bien évidemment, Robert Castel. Et aujourd'hui, nous pleurons, hélas, le départ de notre ami Jean-Marc Lopez, qui est le créateur de ce magazine, qui constitue là aussi un vrai patrimoine. Car ce sont des milliers d'articles sur nos villages, nos associations, nos artistes, sur les harkis, sur les gens qui nous ont défendus. Bref, c'est un patrimoine qu'il faut préserver et sauver et que nous allons essayer, grâce à Internet, de rendre accessible à tous les Français, car ça concerne évidemment aussi tous les Français. Voilà, hommage bien évidemment à Robert Castel, comédien, humoriste, et qui est mort en décembre 2020 à l'âge de 87 ans. Comment envisagez-vous aussi de valoriser, de faire vivre ce patrimoine des publications des rapatriés? Ça aussi, c'est un patrimoine. Ce patrimoine rapatrié qui est évidemment 60 ans de revues, l'Écho de l'Oranie, aux Échos d'Alger, qui sont nos principales revues, mais il y a aussi toute une série d'événements qui ont marqué la vie de la communauté rapatriée. En 1987, il y a eu 25 ans après à Nice, où 100 000 rapatriés ont été réunis à Nice grâce à Jacques Médecin à l'époque. Mais Jean-Marc Lopez avait préparé aussi pour les 30 ans à Paris. À Vincennes, il y a eu une magnifique manifestation Horizon Europe qui avait réuni à peu près 50 000 rapatriés. Et en 1997, il avait organisé aussi à Marseille, 35 ans après, où là nous étions aussi 50 000 à peu près rapatriés, harkis, pieds noirs, et à défendre notre histoire et notre mémoire. Voilà, merci messieurs. Un mot à rajouter, André Azny, sur cette publication-ci. Ça fait partie du patrimoine, tout ça. Absolument, c'est un très bel ouvrage que j'ai partagé avec Bernard. Merci beaucoup, messieurs. C'est sur cet hommage que nous terminons ce 14e au Forum des rapatriés. Il y avait des choses à ajouter, je le sens bien. 56 secondes. Non, nous voudrions aussi rendre hommage à l'UNC, l'Union nationale des anciens combattants, car un de leurs présidents, qui a été un de nos grands défenseurs, M. Porteux de la Morandière, est décédé récemment. Et ça a été, dans les années du combat contre le 19 mars, le président qui a engagé l'Union nationale des combattants à s'opposer à la création de ces rues dans toute la France. Il faut savoir une bien belle personnalité. Une très belle personnalité à laquelle nous rendons hommage. Et il faut savoir qu'en 1961, le président de l'UNC, qui s'appelait Horace Savelli, compagnon de la Libération, comme Guido, a été arrêté et a fait de la prison pour défendre les Français rapatriés et l'Algérie française. Et ben voilà encore des personnalités à qui on pourrait rendre hommage en 2022, voilà. Ça serait bienvenu. Et ce sont des milliers de personnalités auxquelles on pourra rendre hommage en 2022. Eh ben, il fallait TV Liberté pour leur rendre un juste hommage. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour le 15e au Forum des rapatriés. Ce sera en 2022 maintenant. Ah oui, maintenant. Merci. Merci à vous. Merci, Martial. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionniers. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier